Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous, Steve. Et merci de nous rejoindre comme chaque semaine dans le Grand Journal. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne et directeur de la Nouvelle Revue Politique. Deuxième jour aujourd'hui du procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire des emplois fictifs d'assistants parlementaires européens. Rappelons Arnaud que la députée du Pas-de-Calais a été condamnée en première instance. C'était en mars dernier à 4 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité. Et tous les observateurs ont noté hier que Marine Le Pen avait changé sa ligne de défense, mettant en avant désormais l'absence d'intentionnalité. Je la cite: dans le cas où une faute aurait été commise. Elle a également pointé l'absence d'alerte du Parlement européen sur ces faits qui lui sont reprochés. Comment, Arnaud, expliquez-vous ce changement de stratégie? Si vous voulez, je pense que les conseils de Marine Le Pen et l'entourage de Marine Le Pen ont beaucoup réfléchi à la stratégie judiciaire qu'il fallait mettre en avant lors de cette deuxième instance et de cet appel. Et on voit bien qu'elle va vraisemblablement infléchir sa ligne de défense en ne contestant vraisemblablement plus l'illégalité de ce qui lui est reproché, mais en situant cette illégalité dans un contexte qui est un contexte qui d'ailleurs ne touche pas seulement le Rassemblement national, mais d'autres formations politiques qui sont aux prises aux mêmes poursuites. L'idée vraisemblablement, enfin c'est une supputation, on verra comment les débats se poursuivent et la dynamique de ces débats, mais vraisemblablement ce que va plaider probablement la défense de Marine Le Pen, c'est de dire que finalement les méthodes qui lui sont reprochées sont des méthodes qui sont, disons, héritées d'un passé où, en effet, les assistants parlementaires, notamment au Parlement européen, il y a très longtemps de cela, pouvaient être utilisés d'une autre manière que ce que prévoit vraisemblablement, disons, la relation contractuelle aujourd'hui entre un collaborateur parlementaire et son parlementaire. Et donc, on peut imaginer que les juges pourraient être sensibles à cet argumentaire. Je ne ferai strictement aucun pronostic, mais de toute façon, quel est l'objectif de Marine Le Pen? C'est bien évidemment d'abord d'échapper à une peine d'inéligibilité qui l'éliminerait de la candidature aux élections présidentielles et vraisemblablement de faire sauter cette exécution provisoire qui l'empêche aujourd'hui, en tout cas matériellement et juridiquement, d'être candidate à l'élection présidentielle. Alors justement, Arnaud, l'issue de ce procès en appel est en mesure, j'allais dire presque radicalement, de modifier profondément le scénario de la prochaine présidentielle? Oui, parce qu'il est évident que la candidature de Marine Le Pen ou la candidature de Jordan Bardella, puisque maintenant tous les deux sont testés dans les sondages, et même je note parfois prioritairement Jordan Bardella, change la dynamique de la campagne, change l'incarnation. On voit que les avantages comparatifs des deux ne sont pas tout à fait les mêmes. Marine Le Pen bénéficie malgré tout d'une expérience et d'une trajectoire qui a gagné en épaisseur, en tout cas qui est perçue comme ayant gagné en épaisseur par une partie de son électorat. Elle touche peut-être plus un électorat populaire, encore c'est à démontrer, que Jordan Bardella. Et Jordan Bardella, lui, en effet, a réussi de son côté manifestement à élargir un peu plus l'étiage de soutien, notamment en direction d'une droite plus conservatrice, plus attachée à la question économique, à la question de la liberté d'entreprise. Mais ils sont sur le plan doctrinal, ils sont toujours exactement sur la même ligne. Aujourd'hui, en tout cas, dans la dynamique qui est celle du Rassemblement national, à la fois dans les sondages, mais aussi dans les élections, en tout cas facialement, il n'y a rien qui puisse démontrer qu'il y a une différence entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Mais on sent néanmoins dans leur communication, dans les signaux qu'ils peuvent envoyer épisodiquement, qu'il y a des nuances. Alors c'est d'ailleurs, en fait, la force aujourd'hui du Rassemblement national, c'est cet attelage qui lui permet de rassembler large. La question est de savoir si cet attelage est potentiellement aussi efficace si demain Marine Le Pen était empêchée d'être candidate, notamment pour Jordan Bardella. Et on voit bien que ce qui serait reproché éventuellement à Jordan Bardella, c'est un manque d'expérience dans une course politique qui sera marquée, comme il faut le rappeler, en 2027 par une géopolitique qui est particulièrement préoccupante, inquiétante, avec des leaders politiques sur la scène internationale très forts,
très charismatique, qui utilise la force? Est-ce que le profil d'un jeune candidat comme Jordan Bardella est susceptible d'incarner, si vous voulez, un chef de l'État dans un contexte géopolitique qui est celui que l'on connaît? Ça sera une vraie question. Après, il y a des éléments qui militent pour le Rassemblement national, j'allais dire quel que soit le candidat. Mais est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que Jordan Bardella, par rapport à ce que vous nous expliquez, Arnaud, sur sa jeunesse et son manque d'expérience, qu'il pourrait du même coup un peu forcer le trait martial pour essayer justement de montrer qu'il serait en mesure d'affronter les défis internationaux du moment? Oui, on peut imaginer qu'en tout cas, les gens qui sont proches de lui, qui sont ses conseillers politiques et en communication, l'inciteront vraisemblablement pour incarner mieux la fonction, peut-être, à avoir un discours, comme vous le dites, plus martial. En plus, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de se prononcer parce qu'on ne sait pas quelle sera l'offre véritable de la concurrence politique. Si vous voulez, les offres politiques des autres partis, pour le moment, sont loin d'être déterminées. Donc, si vous voulez, toutes les études d'opinion sur les intentions de vote qui se font à l'heure où l'on parle se font alors que la cristallisation des candidatures n'est même pas là. Donc, c'est extrêmement compliqué de pouvoir, en la matière, établir des pronostics, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a malgré tout une différence. Et c'est en cela que ce procès est très important pour le Rassemblement national et pour la future élection présidentielle. C'est que ça ne sera pas la même campagne si c'est Marine Le Pen ou si c'est Jordan Bardella. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant avec vous, Arnaud, au budget. On lit notamment dans les colonnes du Figaro aujourd'hui qu'Emmanuel Macron s'impatienterait alors que Sébastien Lecornu dispose de l'arme du 49.3 pour faire voter le budget, mais qu'il ne souhaite pas l'utiliser, en tout cas à date. C'est assez rare au sein de ce couple exécutif dont on mettait en avant depuis le début la grande, j'allais dire, union et la grande fidélité de Sébastien Lecornu au président de la République. Oui, alors après, il ne faut pas totalement exclure l'hypothèse d'un jeu de rôle entre le président de la République et le Premier ministre. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas le chemin qui permettrait au Premier ministre de pouvoir, sur le plan parlementaire, d'obtenir un vote favorable sur ce budget. D'abord, le budget, c'est vraiment l'acte discriminant au Parlement qui va séparer l'opposition de la majorité, y compris les oppositions qui aujourd'hui sont prêtes à faire quelques concessions, c'est-à-dire les anciennes forces politiques de gouvernement que sont LR d'un côté et le Parti socialiste de l'autre, vont être à un moment donné, alors surtout du côté du Parti socialiste, bien plus que du côté de LR, parce qu'on ne sait pas trop si LR est dans la majorité ou ne l'est pas, c'est un peu plus compliqué, mais du côté du Parti socialiste, on voit mal le Parti socialiste voter pour un budget dans la mesure où véritablement là, ça risquerait de l'arrimer aux yeux d'une partie de l'électorat de gauche et de ses partenaires, notamment de LFI, enfin ses ex-partenaires de LFI plutôt. Donc, il faudra trouver un chemin. Il y a deux chemins aujourd'hui qui se présentent au gouvernement. Un chemin que ne veut pas utiliser pour l'instant le Premier ministre, c'est le 49.3, puisqu'il a pris l'engagement depuis le début de ne pas l'utiliser, considérant qu'on était rentré dans un moment parlementaire. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que vous avez des voix y compris au Parti socialiste, qui aujourd'hui, alors qu'ils en avaient fait quand même une des conditions pour eux de non-censure, sont en train de dire qu'il sera peut-être nécessaire à un moment donné d'utiliser le 49.3 parce que ça permettrait de régler le problème. Et finalement, c'est ce que ne cesse de rappeler François Hollande, par exemple. C'est ce que ne cesse de rappeler François Hollande, mais il n'est pas le seul. Mais enfin, en tout cas, François Hollande porte cette voie-là. Après, l'autre solution, ça sera les ordonnances, qui sera quand même un épisode assez inédit sur le plan constitutionnel, puisque c'est la première fois qu'un budget serait réglé par ordonnance. Est-ce que c'est vers cette solution que s'orientera in fine Sébastien Lecornu? On peut le penser, vraisemblablement, compte tenu encore une fois des difficultés auquel il doit s'affronter au Parlement, enfin en tout cas à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous comme chaque mercredi dans le Grand Journal. Je rappelle le titre de votre dernier livre publié chez Michel Lafon, Porte du pouvoir, RN l'inéluctable victoire avec un point d'interrogation. Votre chronique est à réécouter sur radioj.fr et à retrouver en vidéo sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Très bon après-midi à vous. Merci à vous.